Alain Maréchal Tour, merci pour ces présentations, très intéressant, ces regards croisés, partant du patient, en allant jusqu'au second recours, voire au troisième recours. C'est très rassurant. Je suis peut-être un peu plus inquiet. Avec le professeur Jean-Pierre Lebeau, nous devons déposer mardi prochain une lettre auprès de la DGOS pour un PREPS évaluant l'impact de la télésurveillance de la maladie virale chronique à l'aide de ces médias avec la plateforme NephroWise chez les patients stade 3A, A3 et 3B. Donc je voulais savoir comment ça pouvait éventuellement s'intégrer avec cette étude qui va du coup commencer en parallèle, mais nous on est parti sur des randomisations individuelles avec 2 bras, avec télésurveillance, sans télésurveillance, en coupant les remontées d'alerte pour voir par rapport aux soins usuels comment ça évolue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on se pose tous les mêmes questions et qu'on a un outil qui nous est proposé, une plateforme qui marche plutôt pas mal, mais que la première chose, c'est de savoir est-ce que ça marche. Alors, effectivement, il faut peut-être qu'on arrive à discuter. Moi, je ne sais pas là. Je voudrais surtout pas que le projet que vous aviez prévu de déposer soit bloqué parce qu'il y en a un qui vient d'être accepté par la BPI. Ça, ce serait vraiment un échec, enfin je pense. Après, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Faut peut-être qu'on prenne un temps. Ouais. En tout cas, c'est une excellente idée. Je ne peux que dire que vous avez parfaitement raison. Je l'ai dit depuis 2021. Et je suis juste triste qu'on soit obligé d'être en 2025 pour avoir les financements. Bonjour, je suis Patricia Vieira, je suis médecin généraliste. Je me pose beaucoup de questions par rapport à la maladie rénale, donc merci beaucoup pour ce topo, mais je me rends compte que voilà, pendant des années, j'ai dit aux internes, supprime cette microalbuminurie, c'est que pour les diabétiques, pas pour les HTA. Enfin, voilà, je me suis rendu compte de pas mal de mes erreurs, bien que j'ai évolué ces dernières années, donc je suis contente. Mais par contre, j'ai 2 questions. Première question, j'ai vu Nephroclick, je me suis dit, oh chouette, j'ai été regarder sur mon portable. Écoutez, j'ai pas très bien compris. C'est une plateforme de téléconsulte, de téléexpertise. Donc ça, j'aimerais que vous m'en disiez plus. Et après, vous avez dit, oui, alors le néphrologue, faut adresser quand le DFG est inférieur à 30, à 30, et la microalbe ou l'albe 30, 300. Mais si c'est modéré tous les deux, alors écoutez, il va falloir que je sois claire, parce que moi, je vais être sincère, je vais pas m'inscrire sur le suivi de la téléexpertise. Je trouve que c'est très compliqué d'avoir, comme je vous ai dit, à la fin de la journée, j'ai au moins 20 fenêtres d'ouvert, donc 21, c'est beaucoup trop. Mais par contre, moi, j'intègre dans mon logiciel des conduites à tenir. Donc moi, je veux juste un truc assez clair. Donc, Nephroclick et quand adresser au néphro. Je vous remercie beaucoup. Je vais me permettre de répondre juste au début, puis après, première chose, faites le ratio albuminurie sur créatinurie dès que vous y pensez. Ce sera déjà génial. Ensuite, je veux juste mettre en garde, il existe la néphropathie vasculaire n'a pas forcément d'albuminurie, et c'est elle aujourd'hui qui est la plus grande cause de mise en dialyse. Donc, un patient hypertendu vasculaire, c'est un patient à très haut risque de maladie rénale, et il faut absolument verrouiller son traitement antihypertenseur. Alors, à quel moment adresser? Vous voyez, c'est typique de la problématique. Les néphrologues adorent se compliquer la vie, et je vais aller contre les recommandations. Alors, c'est très personnel. Vous pouvez tout à fait dire que ça n'est pas réglo ce que j'ai dit. Moi, je vous dis, à partir du moment où vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir l'aide d'un néphrologue parce que je ne le sens pas, ce patient, je trouve que c'est le bon moment. Vous pouvez avoir un patient qui a un DFG à 60, et pourtant, vous avez des choses qui vous inquiètent parce qu'il est diabétique mal équilibré, il est hypertendu. Eh bien, c'est peut-être dès ce moment-là le moment où il faut commencer. Alors, il n'est pas à 60, mais s'il est à 50, commencez à lui dire attention, vos reins. Et vous pouvez avoir besoin de l'aide du néphrologue pour faire comprendre les choses au patient. Bien entendu, le néphrologue ne va pas vous voir le patient toutes les 3 mois pour ça. Ensuite, les règles de base. Si vous suivez les règles de base de la néphroprotection, elles sont très bien données dans les recommandations de l'HAS. Le contrôle de la pression artérielle, le contrôle de la protéinurie, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et l'éviction des néphrotoxiques. Vous l'appliquez,
vous faites gagner. C'est incroyable ce que vous faites gagner. Bon, maintenant, on va revenir dans les recommandations officielles. C'est ça qui est bien. On nous a dit aujourd'hui qu'on pouvait avoir des avis un peu différents. L'important, c'était qu'on s'écoute. Donc, je crois que pour compléter ce que dit Madame Essig, c'est que donc l'outil Néphroclic, l'idée justement, c'était de se dire on galère en médecine générale, c'est pas simple. Comment on peut avoir accès à des recommandations qui sont quand même pour nous complexes et comment on peut les adapter à notre pratique. Donc il y a deux choses. Il y a quand même le QR code que j'ai montré, qui a été fait, qui est une fiche outil du CMG, qui n'est pas très complexe et qui, moi, tu vois, je bosse dessus depuis 3 ans, mais je me sers encore d'aller vérifier, mais j'ai beau être dans le truc, on ne s'y retrouve pas toujours. Donc, on en a besoin. Et c'est une fiche qui est assez simple, qui nous aide à dire, tiens, celui-là, il faudrait vraiment qu'on prenne la vie néphro, même si voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir un néphrologue qui nous dit, envoyez-moi n'importe lesquels. Et on trouve que si on n'envoie pas les bons, on a un peu cette impression qu'ils nous disent, bah, ils ne nous aident pas forcément beaucoup. Je suis d'accord. Hein. Mais c'est pour ça, je pense qu'on est d'accord. Donc, on a les mêmes. Mais du coup, il y a cette fiche outil qui, je pense, est quand même synthétique. Et alors, l'idée d'un site Néphroclic, moi, quand j'ai entendu parler de ProKidney, je me suis dit, bah mince, un peu comme mon collègue qui vient de parler, là, avec Jean-Pierre Lebeau, ben, on va pas faire un truc, il y a un énorme financement sur un projet. C'est pas la même chose, mais je me dis, eux, ils vont avoir un gros projet, nous, ça sera pas intéressant. Et pour en avoir parlé avec l'équipe, en fait, Néphroclic, l'idée, ce serait d'avoir un site gratuit, accessible à tous les médecins généralistes, pas une plateforme, un peu comme Antibioclic, où on met le RAC, la pression artérielle et le DFG, ou pas. Là, on avait dit maximum 4 infos. C'est des internes qu'on dirige qui ont eu cette idée. Et en fait, pareil, avec des algorithmes tout simples, ça te dit, lui, tu dois penser à telle chose, telle chose, telle chose, de manière synthétique. Alors, il n'est pas en ligne, puisqu'on travaille avec Renalou pour le mettre en place. On cherche des généralistes pour tester, savoir si ça serait intéressant ou pas. Je pense qu'à terme, nous l'aurons pas avec l'IA. Et avec P4DP et avec tout, j'espère que dans quelques années, on n'aura pas besoin des 10 000 plateformes. On aura des choses qui vont nous aider. Mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Donc, à vous entendre, je me dis que peut-être que Néphroclic, il y aura un besoin. Je me permets juste, Annie, pour la salle, est-ce que tu peux définir P4DP, juste parce que comme il y a des internes qui ne connaissent pas forcément. Pardon, P4DP, c'est le premier entrepôt de données de soins primaires, c'est-à-dire, c'est à partir des cabinets de certains médecins généralistes, réussir à aspirer, entre guillemets, nos données pour savoir ce qui se passe vraiment dans nos cabinets et en même temps utiliser cet entrepôt pour nous envoyer des alertes et nous donner des tableaux de bord de nos pratiques et nous permettre d'être alertés, puisqu'on a dit que cette maladie-là, elle demandait une vigilance et que des fois, on n'arrive pas à voir les choses. Alexandre ? Oui, bonjour, Alexandre de Paris. 2 questions qui sont exactement la même thématique que ce qui vient d'être dit. La première sur le dépistage, parce que la HAS en 2021 a retiré l'âge dans les critères de fragilité pour les dépistages des patients. Or, il y a des études de médico-économiques américaines, notamment en 2023, qui montrent qu'un dépistage de la MRC par une créate et un RAC chez tout le monde à partir de 55 ans, une fois dans la vie, ça serait co-efficace pour réduire les transplantations rénales et les dialyses. Et donc, est-ce qu'il y a des projets là-dessus dans les évolutions qui peuvent venir en France ? Et une deuxième question, je poserai juste après. Tu vois, ma revue s'est arrêtée en 2022 et c'était pas co-efficace. Je n'étais pas sur Médicalement Geek. Donc, grâce à toi, je sais que actuellement, les études qui étaient faites disaient qu'il fallait mieux cibler les populations à risque que de le faire chez toute la population. C'était pas co-efficace. Donc, mais bon, voilà, tu m'apprends quelque chose. Je pense que l'avantage de la connaissance, c'est qu'elle est tout le temps en train d'évoluer. Je pense que, comme l'a dit Madame Essig, si déjà on y pense et qu'on le fait plus, même si on se trompe un peu, j'ai envie de dire, le RAC, c'est pas ce qui coûte le plus cher. On a parlé de la bandelette urinaire. Il y a des pays qui n'ont pas accès au RAC. Donc, bon, tu vois, tu nous ouvres les yeux sur le fait que la connaissance, elle évolue, et je suis ravie d'entendre ça. Alors, pour info, c'est une des questions qu'on a posées dans la saisine de la HAS que j'ai évoquée, conjointe entre Renalou et le CNGE. On a un peu regardé tout ce qui se faisait récemment, dont cette étude, dont d'autres aux Pays-Bas, où on envoie des petits kits urinaires au domicile de toutes les personnes de plus de 45 ans, dans le cadre d'une étude. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses parce que la maladie rénale chronique est un sujet d'actualité. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et donc c'est sans doute le moment de regarder en effet ce qui est efficient au plan de la santé publique. Et il y a sans doute des curseurs à faire bouger. Merci. Et la deuxième question rapide, c'était sur qui est-ce qu'on adresse encore une fois. Donc oui, il y a les critères, etc. Mais là maintenant, la record intègre enfin, j'ai envie de dire, le score KFRE pour stratifier un petit peu le risque des patients, comme on fait pour le score 2 en risque cardiovasculaire, etc. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il est quand même plus pertinent d'utiliser le score plutôt que
les classifications avec les lettres. Ça va faire partie de ProKidney, puisque dans l'étude, il va y avoir le score KFRE. Voilà. Alors, le score KFRE, c'est un score qui a été construit sur des données à l'origine, enfin de baseline des patients, et qui a été construit sur les grandes études de suivi épidémiologique mondial, essentiellement en fait nord-américaine, anglo-saxonne, et c'est celui qui aujourd'hui est le plus simple à faire et a démontré le meilleure efficacité pour prédire, pour donner un pourcentage de risque de défaillance rénale dans les 5 ans. Mais ça ne s'applique qu'à des gens qui sont déjà au stade 3. Et donc, en fait, l'un des problèmes de KFRE, c'est que c'est déjà quand même, malgré tout, à un moment où il y a déjà des choses qui sont, qui sont faites. Donc, l'idée du SNDS, l'appariement SNDS avec les données biologiques, ça, c'est vraiment un truc incroyable, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir dépister très très tôt les patients diabétiques vasculaires et hypertendus, ou diabétiques ou vasculaires ou hypertendus, qui sont à risque rénal. Parce que ceux-là, il y en a plein qu'on n'arrive pas aujourd'hui à détecter. Merci beaucoup. Je peux compléter juste, pour le KFRE, toi qui recherches, c'est Tangri, je crois, le Canadien qui a fait le KFRE, et il est en train de développer un autre score, parce que ça ne marche pas chez tout le monde. Donc c'est le meilleur, mais lui-même est en train, donc je n'ai pas le nom, mais je pense que tu vas nous faire l'état des connaissances sur le sujet. Bonjour, Valentin Bette, médecin généraliste remplaçant dans le Nord-Pas-de-Calais. Petite question, on a beaucoup parlé de néphroprotection, néphrotoxicité. On pense tous aux anti-inflammatoires dans le cadre de la néphrotoxicité. Et moi, il y a un médicament où je suis souvent embêté, je pense à mes petits papis de 80 ans que je vois régulièrement, c'est les IPP. Est-ce que vous auriez des conseils, des fiches pratiques sur comment aider les patients par rapport au sevrage des IPP? Merci beaucoup pour vos présentations. Alors, les AINS, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 des néphrologues. Sachez que même les patchs Flector, ça marche très très bien pour provoquer des insuffisances rénales aiguës très graves chez des patients vasculaires. Plus le patient est âgé, plus il est vasculaire, plus il va être sensible à l'effet indésirable des AINS. Et donc effectivement, dans la stratégie, moi je me suis fait très souvent un peu challenger par les collègues généralistes en me disant, écoutez, bien gentil d'interdire les AINS, mais enfin moi j'ai quand même des gens qui ont tout le temps mal et qui sont soulagés que par les AINS. Il faut vraiment voir qui est son patient et se dire, plus il est vasculaire, plus il est âgé, là vraiment je le mets à risque. Et plus il a des problèmes d'insuffisance cardiaque. Bon. Sur les IPP, c'est une vraie question. On a prescrit larga manu des IPP, et même en néphrologie, on les a prescrits parce que plus la maladie rénale avance, plus il y a un risque de gastrite urémique. Donc on a un moment où on donnait très largement des IPP. C'est vrai que maintenant, on a un signal d'alerte qui est de plus en plus clair. Et moi, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut rétrograder sur les IPP et vraiment essayer de faire que ne gardent les IPP que les gens qui en ont vraiment besoin et plus cette espèce de prescription au long cours. Et ce qui est proposé, c'est de donner pendant la phase en fait de transition. Il faut en fait si on arrête les IPP du jour au lendemain, le patient il a immédiatement des douleurs épigastriques et donc il le reprend tout de suite. Et donc c'est là où il faut essayer d'utiliser des stratégies avec des pansements gastriques et des stratégies progressives. Mais je crois pas que c'est pas pour moi l'IPP c'est pas comme la INS, c'est-à-dire que j'ai pas le flag rouge en me disant non, mais en revanche systématiquement je discute avec un patient en lui disant écoutez voilà c'est ennuyeux, si on peut l'arrêter c'est mieux et puis on va le faire progressivement. En tout cas voilà mon avis, après l'expertise pas plus à rajouter. Bonjour à tous, Clément Drubet à Grenoble. Question sur quelle estimation du DFG vous pouvez nous faire un petit rappel et un résumé en 2 phrases, CKD, MDRD ou peut-être quelque chose que j'apprendrai aujourd'hui. Non, rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune équation parfaite. Tout ça, ce n'est que des estimations. Et la créatinine, je vous rappelle que c'est produit par les muscles.
Donc, la première chose, c'est de voir si votre créatinine est en accord avec les muscles de la personne. Parce que vous pouvez avoir une très belle créatinine, si elle n'a pas de muscle, elle a une insuffisance rénale. Si au contraire, vous faites la créatinine plasmatique de Teddy Riner, elle sera élevée et il n'a pas d'insuffisance rénale, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les néphrologues se sont pris la tête pendant des années. Il y a énormément de publications. Mon équation, elle est mieux que la tienne, elle fait ceci, elle fait ça. Il faut être simple. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Je vous propose de ne pas utiliser Cockcroft, qui est une équation qui est historique, mais qui a été faite sur une méthodologie qui n'est plus acceptable aujourd'hui, avec des méthodes de dosage non acceptables. Pourquoi est-ce que Cockcroft est encore marqué dans toutes les RCP? Tout simplement parce qu'il faudrait que l'ensemble des industriels réécrivent toutes les RCP et que donc, économiquement, ça n'est pas faisable. Donc, traîne dans le Vidal, les RCP, cette équation Cockcroft dont les éléments de plus en plus disent ça n'est pas bien. Après, est-ce que je fais... Alors, MDRD, c'était une équation qui avait été faite que chez des gens malades, donc elle était bien chez les malades et pas bien chez les gens normaux. CKD-EPI, c'est une amélioration qui permet de mieux travailler chez les gens normaux. Elle a ses avantages, ses inconvénients. On en aura certainement des nouvelles. Le point, c'est d'en choisir une. Je pense que CKD-EPI aujourd'hui est un très bon compromis, mais surtout de regarder son patient et de se dire... est-ce que c'est cohérent avec mon patient? Oui, bonsoir, docteur Jacques-Baptiste Denis. Je suis médecin généraliste et je travaille dans le cadre d'une CPTS sur le parcours de soins de la maladie rénale chronique. Ce que je voudrais insister, c'est de dire que la maladie rénale chronique, c'est d'abord une maladie qui touche les soins primaires. Et donc le raisonnement qu'on doit avoir et qu'on essaye de mettre en avant, c'est effectivement de dire que ce sont des patients, pour beaucoup d'entre eux, qui sont identifiés, qui doivent être correctement suivis. Et la chance qu'on a aujourd'hui, vous venez de le dire, c'est d'avoir enfin, je dirais, des recommandations claires qui ont été rappelées par la HAS en 2022 qui disent très clairement qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outil. C'est le RAC, c'est la créatininémie, quelles sont les populations qui doivent en bénéficier. Et donc, la première chose pour les médecins généralistes, c'est d'abord de faire un suivi le plus correct possible en suivant les recommandations pour tous ces patients. Et suivre tous ces patients, ce n'est pas forcément facile, parce que ces patients, on ne les voit pas tous, parce qu'il faut pouvoir les rappeler. Et là, clairement, on a besoin d'une équipe autour de nous, très souvent, pour pouvoir faire prendre en charge cette population-là. Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire du repérage aussi. Je n'aime pas le terme de dépistage, parce que sous-entend qu'on fait du dépistage comme ça, largamanu, dans la population. Le repérage, c'est les patients éloignés des soins. Et on voit bien, quand on a vu un peu la typologie des patients, ce sont des patients qui sont diabétiques, qui sont en surpoids, qui sont hypertendus, qui l'ignorent parfois, qui se soignent pas toujours. Et donc faire du repérage, ça passe aussi pour des moyens pour nous. Et après, ce que nous on met en avant, c'est effectivement, à partir du moment où on arrive au stade 3, 3A, il faut avoir des outils pour permettre de travailler avec les néphrologues. Et là, ça passe pour nous beaucoup par de la téléexpertise. Mais l'essentiel de notre effort à nous, médecins généralistes, il doit porter sur les phases précoces, sur les malades cardiovasculaires et diabétiques pour lesquels il faut faire effectivement du dépistage et du repérage précoce. Je ne peux que vous remercier 200% de votre intervention. C'est exactement ça. Oui, bonjour Elisa, je suis interne. J'ai juste une question assez rapide. C'est par rapport à l'adhésion des patients au dépistage et puis au traitement, comme c'est une maladie invisible. Est-ce qu'il y a des ressources, de choses qu'on pourrait donner aux patients pour qu'ils puissent comprendre un peu les enjeux? Parce que par exemple, la pression artérielle, il y a une grosse adhérence parce qu'il y a des idées reçues et donc les patients sont assez investis dans leur suivi de la pression artérielle. Mais au niveau de la maladie rénale chronique, j'avoue que je ne saurais pas vers quelles ressources les orienter et quoi leur donner à la fin de la consultation, le temps qu'ils puissent maturer ça et comprendre un peu leur maladie. J'ai quelque chose à dire là-dessus, mais je pense que peut-être mes collègues vont compléter. Nous, on fait des travaux auprès des patients. On voit bien que c'est difficile, donc je ne vais pas te donner un nom d'outil, mais je sais qu'un des collègues avec qui on travaille dans le groupe de travail a dirigé une thèse avec une interne. Je pense que c'est Benjamin Savenkov, mais il faut le vérifier. Et là, ils sont en train de finir le travail de la thèse de l'interne, qui est de donner des outils pour les patients. Alors, je ne sais plus les stades, etc., mais d'essayer de trouver des outils. Dans la littérature, il y a des outils. Ce qui est sûr, c'est que déjà, si nous, on améliore notre communication auprès des patients, tu vois, on va peut-être les aider aussi
à réaliser, parce qu'en plus, en plus du fait que ce soit asymptomatique, ils vous disent je fais pipi, j'ai pas de douleur et mon échographie est normale, parce qu'à part ceux qui ont une anomalie morphologique, la plupart du temps on leur fait faire une écho et l'écho est normal, donc ils n'ont vraiment pas l'impression d'être malades. Et pour terminer, ils disent mais je bois beaucoup d'eau. C'est ça. Voilà. Et là je leur dis non, je ne dis pas ça comme ça. Peut-être sur les protéines seraient un truc. C'est vrai qu'on manque d'outils. Enfin, ça fait partie vraiment des sujets auxquels on réfléchit. Comme je l'ai dit, nous, jusqu'à une date récente qui remonte à quelques années, on s'est vraiment mobilisé pour produire des outils pour les patients ayant une maladie rénale sévère ou qui sont dialysés ou greffés. Et toutes ces populations, on n'a pas grand-chose. Et ça fait vraiment partie de ce vers quoi il faut qu'on se tourne résolument. Voilà. Et effectivement, Benjamin Savenkov travaille déjà sur... C'est en ça que, quelquefois, le besoin de l'explication, d'avoir le temps de faire l'explication du fonctionnement des reins et de la consultation assez précoce avec le néphrologue, en fait, elle sert à ça. C'est juste de donner cette explication de texte pour que le patient comprenne pourquoi, bien qu'il n'ait pas de douleur, aucun ressenti, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans ses reins et que c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse parce que malheureusement, quand ce sera trop tard, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on a épuré le stock de questions. Donc on peut remercier nos 3 oratrices ce soir, remercier la salle également pour la qualité des échanges.